Alors, notre dernière présentation de la matinée, présentée par Olivier Vallerand, s'intitule « Penser la spécificité spatiale québécoise de lutte contre le VIH-Sida à travers les pratiques activistes et les enjeux de mémorialisation ». Donc, Olivier est architecte, historien, professeur agrégé et responsable du programme de design d'intérieur à l'École de design de l'Université de Montréal, qu'il a joint après un postdoctorat à l'University of California, Berkeley, et un début de carrière professorale à l'Arizona State University. Ses recherches portent sur les relations entre les identités personnelles et collectives et l'environnement bâti, sur le patrimoine et les processus de mémorialisation des populations marginalisées, sur le rôle des disciplines de l'aménagement à la réponse à l'itinérance, ainsi que sur les approches féministes et queer de la pédagogie du design. Olivier complète actuellement une recherche sur l'épidémie du VIH-Sida et son impact sur le design. Il débute aussi une recherche de création intitulée « Matérialiser l'histoire bâtie des communautés LGBTQ au Québec, projeter leur avenir ». Son livre « Unplanned Visitors, Queering of the Ethics and Aesthetics » faut passer l'anglais, of Domestic Space, lauréat du Edic Book Award 2021 et Joel Pulsky Prize 2022 de l'ACID, présente la première histoire de l'émergence de la théorie queer dans les discours architecturaux. C'est un exercice de diction, hein? C'est ça. Pratique. Finalement, les recherches en architecture et design d'Olivier sont fortement influencées par son implication bénévole comme administrateur coordonnateur de la recherche au GRI Montréal depuis 2009. Tout ça vous apporte. Merci beaucoup. Vous aurez compris que je suis une petite bébite qui vient de l'architecture et de l'histoire de l'architecture. C'est que ça va être un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est un projet qui est un peu plus historique en termes de contenu, basé sur des histoires orales et la recherche en archives. Et puis, ce que je présente aujourd'hui, c'est coécrit avec l'étudiant avec qui je travaille, donc Anthony Rénal, qui ne pouvait pas être là. Mais voilà. Donc, et puis, comme bon historien de l'architecture, je vais lire mes notes parce que sinon vous allez m'écouter parler pendant 3 heures et c'est pas ça le principe. Donc, la gestion individuelle et collective des risques sanitaires durant la pandémie de COVID-19 a ravivé pour de nombreux militants le souvenir des premières années de l'épidémie de VIH-Sida, notamment au sein des communautés fortement touchées comme les hommes gays et bisexuels. Les dynamiques communes dans la négociation des espaces publics et privés ont mis en lumière l'importance de l'architecture et de l'urbanisme dans les crises de santé publique. Cette communication propose d'interroger la spécificité des dynamiques québécoises en matière de lutte contre le VIH-Sida, en mettant en lumière la manière dont les pratiques activistes ont investi des espaces urbains et symboliques pour répondre à l'urgence sanitaire et sociale, fortement marquée par la stigmatisation de certains. Nous nous appuyons plus spécifiquement sur l'enjeu mémoriel de création et de transformation du Parc de l'Espoir dans le village ici à Montréal, autrement dit, les façons dont les espaces de lutte se transforment en lieux de mémoire. En s'appuyant sur les singularités politiques, culturelles et sociales des réponses québécoises face à l'épidémie, la communication insistera sur les façons dont ces récits participent à la construction d'un héritage queer et communautaire au Québec. L'architecture et les espaces urbains influencent la vie des personnes marginalisées. Les épidémies impactent donc nécessairement la manière dont l'espace structure l'organisation communautaire, par exemple par la disparition successive de lieux de socialisation ou par la disparition ou le vieillissement des populations de concept. Dans ce contexte, nos recherches visent à répondre à un besoin d'histoire et à participer à une historicisation communautaire par des approches sensibles reconnaissant la singularité des identités LGBTQ+. Cela se manifeste notamment à travers les traces laissées par ces communautés et dans le contexte québécois, plus spécifiquement dans le développement des archives gays du Québec à partir de 1983, parallèlement au début de l'épidémie. Ces archives, complétées par la forte volonté de témoigner de plusieurs survivants de la pandémie, permettent d'en comprendre l'évolution, la violence et les traumatismes en privilégiant l'expérience individuelle, sensible et intime. Jusqu'à récemment, la réponse du Québec à l'épidémie du VIH-Sida a été peu documentée, pas documentée, mais peu documentée, particulièrement en termes d'environnement bâti. Peut-être en raison de sa proximité géographique et culturelle avec New York et Paris, centres médicaux et militants majeurs de l'épidémie. La réaction du Québec au VIH-Sida devient visible au-delà de ses frontières lors du 5e Congrès international sur le sida, tenu en juin 1989 à Montréal,
au cours duquel ACT UP New York et AIDS Action Now de Toronto, rejoint par l'éphémère Réaction Sida de Montréal, perturbe la scène pour présenter un manifeste Montréal. Si le noyau militant au cœur de ces actions ne vient pas de Montréal, la mobilisation lors de ce congrès mène à la fondation d'une antenne montréalaise d'ACT UP en octobre 1989, qui va être un peu le cœur du projet dont je parle aujourd'hui. Donc, le déplacement des espaces commerciaux associés aux communautés LGBTQ+, vers les quartiers francophones de l'Est de la ville, à Montréal, façonnent de nouvelles structures sociales et militantes, séparant spatialement de nouvelles activistes VIH qui se développent dans les universités francophones, les centres communautaires et le village qui est émergent à ce moment-là, des anciens centres d'activisme LGBTQ à proximité des universités anglophones. La présence beaucoup plus affirmée de ces nouveaux lieux dans la rue, plus visibles, fait écho aux stratégies développées par les organismes de lutte contre le VIH-Sida et plus généralement par les groupes LGBTQ+, à partir des années 1980. Dans ce contexte, le travail militant d'ACT-UP Montréal a donné naissance à un héritage inhabituel, le Parc de l'Espoir, en marge des changements législatifs ou aux politiques sanitaires habituellement considérés comme les principaux objectifs de l'organisation communautaire. Trace physique plus permanente que les manifestations éphémères habituellement associées à ACT-UP, le parc s'inscrit dans une compréhension de l'importance de la visibilité pour exprimer clairement les revendications des communautés et de l'impact de l'espace public dans le discours politique, s'appuyant sur la visibilité croissante des communautés LGBTQ+, engendrée par la croissance du village. Le 30 novembre 1991, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida, ACT-UP organise une marche qui se termine dans un parc, alors son nom, du village. Cette procession reprend le langage visuel lié à la mort typique du travail d'ACT-UP à travers le monde, tout en y ajoutant des références à la culture québécoise. Une manifestation précédente avait déjà utilisé le même visuel et s'était terminée par la plantation de fausses pierres tombales sur un terrain proche du palais des Congrès. Mais cette fois, la marche se termine par l'installation de rubans noirs sur les arbres et surtout par l'installation d'une affiche déclarant que le parc comme étant dédié à la commémoration des personnes décédées du sida au Québec. Cette action, qui rend d'abord visible les luttes d'ACT-UP de manière relativement éphémère, lance un processus de 5 ans visant à rendre la commémoration permanente en appliquant des réponses politiques et publiques à leur réponse. Dans un premier temps, la Ville répond avec prudence à l'initiative d'ACT-UP face à des demandes supplémentaires de nommer le parc en l'honneur de Raymond Blain, membre du comité exécutif de la Ville décédé du sida le 6 mai 1991. Le comité exécutif autorise néanmoins l'installation d'une affiche commémorative le 23 mai 1992 sous le nom provisoire de Parc à la mémoire des vies des personnes décédées du sida au Québec, prenant acte des demandes des organismes communautaires pour une commémoration plus large. Quelques mois plus tard, ACT-UP perd patience face à la lenteur du processus et en octobre 1992, Douglas Buckley-Courette, porte-parole d'ACT-UP Montréal, se présente comme candidat indépendant aux élections suivant le décès de Blain, en partie en réaction au refus de l'administration municipale de consacrer officiellement le parc, malgré une pétition. Donc, on voit ici une feuille qui servait à récupérer les noms. La prudence de la Ville s'explique peut-être, entre autres, par l'ambivalence de l'opinion publique face à la maladie. Le chroniqueur de la presse, Pierre Gravel, par exemple, invite les responsables politiques à disposer de cette pétition comme il se doit, en l'envoyant à la poubelle. Pour Gravel, le parc est une tentative de la communauté gay d'entretenir la mauvaise conscience d'une société qui doit redoubler d'ardeur pour combattre ce fléau, en perpétuant la mémoire de ses victimes dans un espace public. Gravel souligne qu'il ne faut pas transformer chaque édifice public en cénotaphe, ni chaque parc en cimetière. Si la réaction timide de l'administration publique peut sembler montrer les limites de la démarche d'ACT-UP, la réaction de Gravel souligne plutôt la force potentielle que représente l'inscription permanente dans l'espace public d'une commémoration des victimes invisibilisées. À titre d'exemple, 2 ans plus tard, le maire sortant Jean Doré renouvelle son engagement à ralentir la propagation du sida lors d'un événement sous l'un des arbres à ruban du parc, soulignant la valeur symbolique déjà acquise par le parc. La proposition de nommer le parc en l'honneur de Raymond Blain met aussi en lumière les enjeux liés à la représentation des personnes décédées du sida, dans un contexte de discrimination envers les populations les plus touchées par la pandémie. Puis, là, je me concentre sur les hommes gays, là, mais ce n'était clairement pas les seules populations qui étaient touchées. Faut-il souligner les efforts et les pertes de toutes les personnes touchées ou commémorer les victimes spécifiques pour donner un visage à la maladie? Ainsi, l'idée de célébrer une victime mieux connue, Blain, s'oppose à la volonté d'ACT-UP de rendre hommage à la fois à ceux qui sont morts de la maladie, à ceux qui sont porteurs du virus et à ceux qui soutiennent la lutte, soulignant l'importance des soins et de la recherche en santé.
Si le nom définitif choisi pour le parc en 1994, Parc de l'Espoir, s'appuie sur cette idée, les questions autour de qui devrait être représenté par le parc persistent bien après son inauguration. Suite à la reconnaissance officielle du parc, un nouveau comité est formé par des membres d'Actop Montréal sous la direction de l'architecte paysagiste Marc Pajot. Soulignant l'importance symbolique du parc, le comité énonce rapidement ses objectifs. Améliorer, je cite, un espace vert dans un secteur urbain qui en manque, mais aussi utiliser les infrastructures du parc pour diffuser l'information auprès de la communauté, en insistant sur son utilisation à la fois comme symbole et outil de lutte contre le VIH/SIDA et comme lieu d'échange communautaire et de réflexion personnelle. Avant des transformations plus importantes, une plaque commémorative en acier Corten est d'abord conçue par Pajot et installée le 16 mai 1994. Dans un texte que vous avez à droite après du vandalisme sur la plaque, Pajot parle qu'il souhaite s'éloigner des monuments glorieux et prétentieux en choisissant le Corten pour souligner la patine du temps sous la force de la nature, les aspects agressifs et morbides du VIH et pour rappeler le rouge des rubans associés de plus en plus au VIH à ce moment-là. Donc, l'équipe planifie ensuite un parc en 2 sections. Près de la rue Sainte-Catherine, des bancs sont proposés pour se retrouver entre amis, écouter de la musique et regarder des films projetés sur le bâtiment voisin. Ces grandes stèles noires rappellent les monuments funéraires et soulignent le poids des pertes subies par la communauté gay qui fréquente le village. Au fond du parc, des arbres et des plantes soulignent l'importance de garder la vie à l'esprit et de la préserver en luttant pour prévenir la transmission et améliorer les traitements contre le VIH. Ces 2 sections sont séparées par des poteaux, des mâts plutôt, destinés à suspendre des rubans, faisant écho aux arbres à rubans présents dans le parc avant son réaménagement. Depuis l'inauguration du parc, le 31 juillet 1997, après de nombreux retards, le comité continue de suivre la programmation et l'avenir du parc en consultation avec la ville. De nombreux documents conservés dans ses archives témoignent des débats entre ses membres ou avec la ville concernant des propositions d'installation artistique temporaire ou de témoignages mettant en valeur la mémoire de personnes spécifiques, souvent donc en contradiction avec les intentions initiales d'Actop Montréal de représenter toutes les victimes et toutes les personnes qui contribuent à la vie. L'efficacité croissante des traitements contre le VIH entraîne, à partir des années 2000, un changement de perception quant à l'urgence de la crise. En 2004, le comité du Parc de l'Espoir est sollicité par je cite, par un représentant de l'arrondissement Ville-Marie pour réfléchir à l'avenir du parc, en réponse à un promoteur immobilier intéressé à acheter le terrain du parc actuel pour bâtir un restaurant et à payer pour rebâtir le parc ailleurs. Bien que ce déménagement ne se soit pas concrétisé, l'occasion suscite néanmoins une réflexion au sein du comité, qui à ce moment est rebaptisé Mémoire vivante, plutôt que comité du Parc de l'Espoir. Ainsi, en 2008, il propose l'installation d'une nouvelle plaque historique visant à se demander de quoi doit-on se souvenir. Donc, le comité souligne, encore dans leurs mots, que l'histoire du parc est une histoire mélodramatique, mais cette histoire est presque perdue. Et qu'il est donc de leur devoir, dans leurs mots, de faire hanter cet endroit avec l'esprit de notre passé. Si cette plaque n'est jamais ajoutée au parc, elle témoigne tout de même de changement de perspective dans lequel la pandémie, même si toujours présente, devient pour certaines communautés LGBTQ+, d'Amérique du Nord, peu à peu un symbole plus vaste des luttes pour l'atteinte d'une pleine place dans la société. Au cours des années suivantes, Mémoire vivante continue ses efforts de persuasion auprès de la ville afin de maintenir en état le parc et réfléchir à son animation. Ces efforts culminent avec le réaménagement complet du parc en 2020-2021 afin d'améliorer son accessibilité, sa sécurité et son couvert végétal, tout en respectant les objectifs initiaux du parc. En préparation, la Ville commande un sondage auprès de 250 personnes, dont 23,5% ont entre 18 et 34 ans, donc une génération qui a moins connu la période critique de la pandémie. Pourtant, ces jeunes personnes prennent la parole pour souligner l'importance du parc comme lieu de commémoration et de rassemblement. Les comptes rendus des assemblées publiques de consultation mettent également en évidence les tensions entre l'idée d'un parc, donc un lieu de détente et de loisirs, et la fonction commémorative et de rassemblement d'espace, plus proche de l'idée d'une place, donc quelque chose qui a une idée de mémoire. Donc, ces différentes interprétations font écho à des débats similaires, par exemple autour du monument aux Juifs assassinés d'Europe à Berlin, mais expriment aussi la richesse liée à la complexité des expériences possibles du parc et de sa présence dans la ville. Comme le souligne Paul Audret, ancien président de Mémoire vivante, alors c'est seulement nécessaire d'avoir des monuments, c'est absolument nécessaire d'avoir des monuments, des espaces. C'est ce que j'aime de ce qu'ils ont fait, c'est ce que
que tout le monde a le droit au respect et tout le monde a le droit de se mettre là. Parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui dormaient là. Il y avait des gens qui se faisaient arrêter dans le parc. Et Michael, et Roger, et René, donc les fondateurs de Mémoire vivante, ont travaillé pour que le monde ne soit pas arrêté pour ça. Pour Dare et d'autres, le Parc de l'Espoir devient ainsi le symbole d'une compréhension plus large du village, non seulement comme lieu de commerce et de communauté, mais aussi comme lieu de dialogue intergénérationnel. En soulignant, encore dans les mots de Dare, que si on est tous éparpillés, tous les efforts que nous avons faits pour être ensemble seront vains, il rappelle l'importance des objectifs du créateur du parc. Unique en Amérique du Nord par sa longévité et sa situation centrale au cœur du village, le Parc de l'Espoir ancre ainsi la réponse unique de Montréal à la crise du VIH-Sida dans le paysage urbain. Le Parc de l'Espoir montre aussi comment les militants montréalais de la lutte contre le VIH-Sida utilisent l'environnement bâti comme outil d'activisme et comme contre-discours à la violence des discours majoritaires. En ancrant son action dans des traces physiques plus susceptibles de perdurer, Act Up Montréal contourne les inégalités d'accès aux archives traditionnelles qui rendent souvent les communautés marginalisées invisibles dans l'histoire. La présence à Montréal des archives gays du Québec et les nombreux dons faits par plusieurs militants montréalais de la lutte contre le VIH-Sida, dont la collection de René Leboeuf, un des créateurs du parc et membre fondateur d'Act Up Montréal, témoignent d'une volonté consciente de commémorer une communauté décimée par la pandémie et de rendre explicite la compréhension aiguë des enjeux de mémorialisation et d'historicisation de ces militants. Cependant, comme le souligne Dare, après 30 ans, la vocation d'un parc peut changer. Ça se renouvelle, ça peut être vendu, ça peut être donné à quelqu'un d'autre. Ah ben là, aujourd'hui, on veut dédier ce parc-là à telle personne, telle personne, telle personne. Dans ce contexte, pour moi, l'exemple du Parc de l'Espoir souligne la nécessité de réfléchir aux méthodes, aux artefacts qui rendent visibles ces histoires qui n'existent pas dans les archives traditionnelles. Là, je parle vraiment comme historien de l'architecture qui est pris avec travailler avec des archives. Puis, donc, à la suite de cette étude de projet-là, ben, justement, je suis en train de travailler un projet de recherche-création où on identifie, documente ces lieux pour essayer de voir comment ils peuvent être utilisés pour penser aussi l'avenir de communautés marginalisées comme les communautés LGBT. Merci. Alors,